On se retrouve pour un nouveau CQFR et bienvenue en 2013, ce moment où LeBron James porte son équipe en fin de match. Bon, je vous rassure, on est bel et bien en 2024, mais LeBron James fait encore le taf. 39 ans, Shai, et ça l'empêche pas d'aller marquer 19 points dans le quatrième quart-temps d'un derby entre les Lakers et les Clippers. Victoire des Lakers 116-112. Les Lakers comptaient 21 points de retard. Ils ont mis un 39-16 dans le dernier quart-temps avec, comme je le disais, 19 points de LeBron James à lui tout seul, dont 5 paniers à 3 points. Il nous a fait une Max Truss. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, ce dernier carton, LeBron est increvable dans ces situations-là. C'est presque le meilleur argument des Lakers. Enfin, pour les fans des Lakers, on a beau leur dire, bon, les Lakers sont inconstants, ils ont des lacunes, ils auront du mal en playoff, mais t'as l'impression quand même que quand ça compte et quand il faut accélérer, LeBron, il a encore cette capacité-là, ne serait-ce que sur un match. Et bah là, il a été incroyable, hein, c'est ça, tu as énuméré ses stats, et puis il a marqué plus de points, il a marqué plus de points que les Clippers dans le quatrième quart-temps. Ouais. Alors, on peut reparler de la façon dont les Clippers ont géré le coup de chaud de LeBron, hein, c'était pas idéal selon moi. J'ai pas compris pourquoi il y avait autant de fois Daniel Tice sur lui, pourquoi on n'a pas vu à un moment vraiment Kawhi essayer de le freiner, parce qu'il était vraiment, il était en chaleur, LeBron a réussi tout ce qu'il tentait. J'ai pas très bien compris la manière dont les Clippers se sont liquéfiés parce que ils avaient 21 points d'avance et ils ont laissé LeBron prendre feu à la fois au scoring, à la fois à la passe aussi parce que c'est lui qui fait la Oui. passe pour Hachimura sur le panier qui leur permet de passer devant. Il a marqué ou été passeur sur 11 des 13 paniers des Lakers dans le troisième carton. Dans le quatrième carton, pardon. Donc En même temps, c'est lui qui a tout le temps la balle, mais ça aide. voilà, c'est ça. Mais il a été exceptionnel, hein. C'était incroyable. Les paniers à 3 points sont incroyables. Tu as raison de le noter sur Rui Hachimura, c'est lui qui fait la passe. Mm. Je me demande, est-ce que c'est pas lui aussi qui fait la passe sur celui de Russell? J'ai un doute maintenant. Il y en a un autre de Russell. Je crois que c'est LeBron qui fait la passe, mais j'ai un petit doute. Je sais qu'il fait la Euh, dernière, sur le tout dernier, sur le dernier panier du match quasiment de Reddish, c'est lui qui fait la passe. ouais. Juste après, parce que Kawhi a eu une balle pour C'est lui égaliser. sur Russell. Je viens de C'est vérifier. lui sur C'est lui Russell, sur voilà. Russell. Bon, C'est lui sur Russell aussi. non mais il a vraiment, Ouais, il il a est vraiment partout. tout fait. Il a vraiment tout fait. Et ouais, c'est lui qui fait la Il a dernière bien passe pour défendu. Reddish. C'est lui qui, ouais, il a bien défendu. Mais on sait, il est capable de mobiliser assez d'énergie pour faire pour être le LeBron de 2013 comme tu disais sur des séquences courtes. Donc tu vois, tu peux te dire si les autres font le taf. C'est-à-dire qu'il a cette capacité d'accélération qui les rend ultra dangereux en playoff, en fait. Ce, C'est ça. ce- ce qui est marrant, c'est que en fait, c'est pas tout à fait. Le raisonnement est le même qu'en 2013, c'est-à-dire que tu as un LeBron qui, en fin de match, prend le contrôle total et avec un. Sauf que la manière est un peu différente. À une époque, il allait s'appuyer sur sa puissance, sa taille et son QI basket, évidemment, Mm. pour pénétrer 15 fois de suite. Il peut plus tout à fait le faire quand même, faut être réaliste, il a 39 ans, mais du coup, ça passe par le tir extérieur. Donc, c'est évidemment, c'est pas que c'est moins fiable, mais c'est moins une science C'est exacte. un peu moins C'est quand même fiable pas quand le même, ouais. meilleur shooter ouais, voilà, Mm. c'est pas le meilleur shooter de l'histoire. Mais là, il est en feu. Il y a son step back, sa marque classique, son geste, il a vraiment développé ça. Faut se rendre compte d'ailleurs, parce que LeBron James, c'est un mec qui est arrivé en NBA, son tir était perçu comme son plus Mm. gros point faible. Et là, maintenant, il te met des step back, il en met 5. Il en met 7 au total, 5 dans le quatrième quart-temps, 34 points, 8 passes. Ouais, c'était vraiment beau à voir. Les Lakers sont un très bon 5 majeur, je trouve. Du coup, j'aime moins leur banc maintenant, hein, forcément. Parce que sur le banc, Taurean Prince, par exemple, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est un mec qui, si tu l'entoures de joueurs middle, il a plus trop de valeur. Il est bon que quand il y a d'autres bons joueurs autour de lui. Cam Reddish et Jackson Hayes, c'est les jeunes. Bon, alors ils ont des qualités athlétiques, mais c'est les jeunes qui au final n'exploiteront sans doute jamais complètement leur potentiel. Spencer Dinwiddie, il pourrait être un peu le leader de ce compte unit, mais j'ai l'impression que pareil, il a quand même perdu un step. Du coup, leur banc est moins intéressant, mais leur 5 majeur est vraiment fort quand même. Russell, Reeves, LeBron, Hachimura et Anthony Davis, c'est un 5 très solide. Bah, depuis que Darvin Ham l'a vraiment installé comme ça fonctionne mieux. Ils sont plutôt sur une bonne dynamique et c'est aussi leur meilleur argument en playoff, c'est que ce 5-là, il est efficace, que les rotations sont plus réduites et serrées en playoff, donc ils peuvent se dire, on a peut-être un 5 qui vaut mieux que notre place actuelle. Là, Ouais. ils sont quoi, 9e, 10e, ça vaut. Dixième, je Ouais. pense. C'est coude Ouais, à coude avec les dixième. Warriors, quoi.
Avec les Warriors, ils ont Ouais. plus ou moins le même bilan. Donc, ils sont peut-être repassés 9e, mais les Warriors n'ont pas joué. Voilà, ils sont repassés 9e, mais ils ont 53 et 52% de victoire cette saison. Donc, c'est très, Ouais. très proche. Mais je m'interroge quand même sur la manière dont les Clippers ont géré cette fin de match. J'ai pas aimé ce que j'ai vu des Clippers. Ils étaient bien dans le match, ils étaient en contrôle et Ils c'est sont mous en ce moment, moi, je trouve. ouais, ouais, ils ont du mal. Bon, ils ont le Pas de contre-coup rythme. ils ont le contre-coup de l'énorme série qu'ils ont réussi à un moment. Et là, c'est un peu plus difficile. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont déjà du coup, à mes yeux, quasiment du coup perdu la possibilité de finir premier, alors qu'à un moment on se disait c'est l'équipe la plus en forme depuis le début de l'année. Là, ils sont à 4 victoires des Wolves et du Thunder, donc et même la troisième place va être dure parce que Denver gagne dans le même temps, ça va pas être simple. L'ironie, c'est que peut-être du coup, tu évites éventuellement Denver avant les finales de conférence. Bon, voilà. Si on part du principe que Denver ne finira peut-être pas premier, Ouais. si tu finis 4e, tu es plutôt dans la moitié de tableau de Minnesota ou OKC que celle de Denver. Mais je suis d'accord qu'il y a un coup de mou. Moi, Mm. j'étais aussi un peu déçu de la fin de match des Clippers. Je trouve qu'il n'y avait pas de rythme. Il y a une possession importante qui est prise par Norman Powell en isolation. Alors Norman Powell est un super scoreur, il met un 3 points à un moment quand les Clippers étaient encore devant, etc. On sait ce dont il est capable. Mais là, c'était vraiment une possession importante et j'ai pas compris du tout pourquoi Powell jouait un contre 1 en dribble. Alors oui, il est capable de se lâcher, mais c'est pas tout à fait son jeu. Et évidemment, il perd la balle. Hein. Je sais plus qui le. C'est Austin Reeves qui le tient. Austin Reeves, souvent critiqué pour sa défense, défend très bien sur l'action. Mais aussi là-bas, elle devait aller à Kawhi ou elle devait aller à Harden. Je sais pas, il n'y avait pas trop de rythme. Les Clippers, ouais, comme tu le dis, il y a un espèce de contre-coup. Bon, évidemment, Paul George n'est pas là, mais c'est vraiment pas exceptionnel en ce moment, Los Angeles. En tout cas, cette équipe de Los Angeles. Ouais. Allez, on peut enchaîner avec un autre match. La victoire de Dallas sur le parquet de Toronto, 136-125. Luka Doncic fêtait ses 25 ans. Il a fêté ça avec un triple-double. Quelle surprise. 30 points, 11 rebonds, 16 passes. Très grosse perf. Notons aussi les 29 points de Kyrie Irving, donc 15 dans le quatrième quart-temps, 23 points de PG Washington. Et voilà, Dallas qui se relève de suite après avoir perdu 2 matchs. Si je ne dis pas de bêtises, il a perdu 2 matchs de suite. Ouais. Et là, il s'impose du coup. Il reste 7e, mais les Mavericks se relancent. L'information évidente, mais je m'en suis aperçu en lisant que c'était son anniversaire. Le gars n'a que 25 ans, il est même pas encore dans son prime en fait. C'est ça qui est indécent bon là il a bien fêté son 25e anniversaire encore alors un triple double avec 30 points, c'est presque, vu sa moyenne au scoring, c'est presque ça l'a fait baisser. C'est presque dommage pour lui, mais non, Oui, c'est vrai, c'est le meilleur marqueur de la ligue. je plaisante. Un triple double à 30 points, il en a un paquet invraisemblable et là toujours la doublette avec Kyrie contre des équipes qui sont pas assez solides défensivement. Là c'était un match très offensif contre les Raptors. Et Kyrie, quatrième carton, c'est bien d'en parler parce que si les gens se rappellent, son début de carrière, c'était vraiment sa marque de fabrique. Même à Cleveland, dans une équipe très médiocre, il était Mr. même surnommé Mister Fourth Quarter, c'était au début. Et c'est quand même une composante de son jeu qu'on a tendance à oublier. Il y a le fameux panier alors des finales 2016, mais c'est un joueur qui est clutch et mine de rien en playoff, si c'est serré, c'est bien d'avoir un joueur comme ça qui sait clôturer les matchs et qui s'appelle pas Luka Doncic. Ça peut être pratique pour Dallas éventuellement. Ah bah, clairement, ouais, ça va être un duo très, très, très difficile à stopper. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça fonctionne quand même bien, il faut le reconnaître. C'est intéressant cette paire Doncic-Kyrie Irving. Ouais. Hâte de voir d'ailleurs en playoff ce que ça va donner. Autre match, c'est le thriller du côté de Chicago, victoire des Bulls contre les Cavaliers. Alors c'est le paradoxe des Bulls et on en parlait, ils avaient perdu contre les Pistons. On disait mais ils sont vraiment capables de tout, du meilleur, du pire. Donc après avoir perdu contre les Pistons, le lendemain, ils battent les Cavaliers, l'équipe classée deuxième à l'Est. Victoire 132-123. DeMar DeRozan, autre joueur clutch. Alors lui c'est marrant parce qu'il n'a pas toujours eu la réputation d'être un joueur clutch. Il y avait un peu ce côté trop facile de se dire il choke parce que les Raptors perdent en playoff contre LeBron James. C'est la faute de LeBron, ça. Au sommet de sa carrière et du coup c'est un choker. Bah non, c'est pas un choker. Et d'ailleurs après il a eu une réputation de joueur clutch qui s'est dessinée par la suite. Et là pour le coup DeRozan il a mis 35 points et il en a mis 16 en prolongation. Il y a eu 2 prolongues. Il a mis 16 points sur les 2 prolongations. Et il avait aussi été à l'origine du comeback des Bulls. Les Bulls étaient menés d'une dizaine de points, je ne me souviens plus, je crois que c'est 11. Par Cleveland en fin de quatrième quart-temps, il a ramené tout le monde
Alors, il a raté un panier pour la gagne, mais au final, il a quand même mené Chicago à la victoire. Ouais, surtout Et 26 rebonds d'André Drummond. Pardon. C'est ça, j'allais le dire aussi. Mais sur la deuxième prolongation, il démarre sur un 8-0 et DeRozan est intenable. Les Cavs sont cramés, ils ont peut-être trop fêté le game winner de Max Strus de la veille, je pense. Mais c'est ce paradoxe des Bulls. Ils battent les Pelicans, ils perdent contre les Pistons, ils battent une des deux meilleures équipes de l'Est pour l'instant, les Cavs. Ils sont vraiment incompréhensibles. Et André Drummond avec ses 26 rebonds en 2024. C'est impressionnant. J'ai une stat qui est complètement dingue. Les Bulls, on sait que le rebond est un problème des Cavs, ça a été un problème en playoff. Ouais. Les Bulls ont gagné le rebond 74, accroche-toi bien. Déjà 74 rebonds. Ouais, c'est énorme. Immense à 39. Ouais. 74 à 39 pour une équipe qui aligne quand même deux vrais intérieurs. Ouais, Jarrett Allen et Evan Mobley. Evan Mobley et Jarrett Allen. Et d'ailleurs, c'est marrant ce qu'a fait Billy Donovan. Il a aligné Drummond et Vucevic ensemble. Genre, il a créé le parallèle et ça a marché. Ils ont pris du rebond. Ça peut aider pour prendre du rebond d'avoir ces deux-là qui sont quand même. Drummond. Voilà, même Vucevic en carrière, tu disais hier, je crois que c'était son 500e double-double là, ou avant-hier. 501e. Voilà. 24 points, 13 rebonds. Bon. 5 passes, 2 interceptions, 2 contres. Allez. Mais ça va encore être la problématique des Cavs en playoff, c'est ce qu'on va regarder parce que le reste fonctionne très bien. Je veux dire, ils font une belle saison, ils s'adaptent à plein de choses. Ils se sont adaptés aux blessures, ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qu'on va guetter au premier tour. Et s'ils tombent contre une équipe qui les brutalise au rebond encore, parce que c'est comme ça que les Knicks ont gagné, c'est le combat et le rebond avec Mitchell Robinson qui a mangé Jarrett Allen et Evan Mobley l'année dernière. Ça va être là-dessus que l'adversaire des Cavs au premier tour, quel qu'il soit, à mon avis, va cibler ce secteur et au moins les tester là-dedans. Donc ça va être très important, je pense. Allez, autre match, victoire des Pacers contre les Pelicans, 123 à 114, 17 points et 13 passes pour Tyrese Haliburton, 24 points pour Pascal Siakam avec 11 rebonds. Il y a 3 joueurs qui font des doubles-doubles. Enfin, bref, tout le monde a plutôt bien tourné du côté d'Indiana. Indiana qui se relève un peu, ça a l'air de remarcher. 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Indiana qui peut espérer finir dans le top 6. Alors que New Orleans, à l'inverse, en perdant... Non, ils n'étaient pas sur 2 défaites de suite. Ils avaient gagné entre-temps, je crois. Ils ont battu les Knicks, New Orleans est un peu à la lutte avec Phoenix, Dallas, etc. C'est tout ce Sacramento. C'est ce gros... même si je pense que Sacramento peut se détacher un petit peu, derrière peut se décrocher un peu du terrain. C'est décrocher que je cherchais, mais voilà, Indiana qui décroche une belle victoire. Et Tyrese Haliburton, on en parlait hier ou avant-hier, je sais plus, mais on disait qu'il avait l'air un peu en perte de vitesse et tout ça. Alors, là donc il score moins, c'est factuel, mais là sur ce match-là il a été hyper important parce que il a vraiment pris les choses en main quand c'était serré à la fin. Dans les 3 dernières minutes, il fait un step back à 3 points pour donner plus 6. Et derrière, il lâche 3 passes décisives hyper importantes pour les maintenir en tête aussi. Et c'est aussi ça, à la base, ça reste un playmaker, c'est pas un scoreur naturel, Haliburton. Et quand il est vraiment aussi focus sur cette idée de distribuer le jeu et d'alimenter Siakam et les autres, c'est pas plus mal. Mais il faut qu'il ait aussi cette capacité à mettre des gros paniers, des gros shoots comme il en a mis en première partie de saison. Et en tout cas sur ce match-là, il a été, même si les stats disent pas forcément qu'il a fait un bon match, à la fin son money time a quand même été excellent. Et il y a un très beau alley-oop sur la planche avec Obi Toppin. Ouais. Une petite action spectaculaire. Victoire des Nuggets contre les Kings 117 à 96. Alors le score est large. Ce qui est intéressant, c'est que Sacramento menait 47 à 32 à un moment du match. Au deuxième quart-temps, il y avait donc 15 points d'avance pour Sacramento. Et derrière, ils ont pris une rafale. 68-22. Ouais. Donc, ils se sont fait littéralement allumer par les Nuggets qui ont accéléré pour aller chercher cette victoire. 32 points de Jamal Murray. Triple-double de Nikola Jokic, 14 points, 14 rebonds, 11 passes. Il a pris que 9 tirs. Il n'a pas forcé son en 3 quarts-temps. En 3 quarts-temps, ouais. Et voilà, à 17 points d'Aaron Gordon avec 6 rebonds, 6 passes, 16 points de Caldwell Pope. Jamal Murray indécent. L'adresse, il y a tout qui rentrait. 13 sur 15 au tir. Tout qui rentrait, c'était assez beau. Il a même mis à un moment, il fait un panier avec la faute. Il est en position complètement acrobatique. Enfin, il y a vraiment tout qui leur a réussi à partir du moment où ils se sont réveillés, tout simplement, parce qu'ils ont très mal démarré le match. Et après, ils ont même pu reposer les cadres. Jokic n'a pas fait le 4e quart-temps. Au contraire de Domantas Sabonis,
Je voulais que ce soit toi qui le dise. Ouais, mais parce que j'ai écrit un article sur lui pour dire qu'il était pas assez respecté, trop sous-coté. Et l'un des arguments là-dessus, c'était que, et c'est toi qui l'as avancé depuis pas mal de temps d'ailleurs, c'est que c'est quand même qu'il avait l'air de chercher un peu ses stats. Elles sont impressionnantes, c'est une machine à double-double, à triple-double. Et là, malheureusement, il est allé dans ce sens-là. Le fameux stat padding qui a été reproché de manière, je pense, assez injuste à Jokic à un moment. Par je sais plus qui, sans doute une éminence comme Kendrick Perkins ou quelque chose comme ça. Kendrick Perkins qui a demandé à ce que Sabonis soit dans la conversation pour le MVP. Et ses collègues n'ont pas compris ce qu'il demandait, mais je trouvais que c'était quand même légitime. Oui, c'est pas, non, mais c'est pas du pour tout. le MVP. Lointaine, la conversation oui, bien lointaine. sûr. On l'a déjà mis, nous, dans nos MVP race, on l'a même mis un peu loin, mais dans un top 10, c'est pas déconnant. Les moments où Sacramento est 3e, 4e, c'est pas illogique de le faire. Mais là, le problème, c'est que il est donc sur une série de double-double. Ça fait, j'ai même plus la stat sous les yeux. 41, voilà. 41. Et il est en quête assez évidente du record moderne, en tout cas, de double-double de Kevin Love, de 53 double-double de suite. Donc il y a encore un peu de boulot. Mais là, il n'était pas dans les clous, là, clairement. Et en temps normal, avec le garbage time, il aurait pas dû rentrer. Il aurait dû rester à 9 rebonds. Et Mike il y avait Brown, moins 30 quand il rentre. Voilà, moins 30. Et Mike Brown l'a soit autorisé, soit forcé, je sais pas, je pense plutôt autorisé à rentrer pour prendre un rebond. Il a pris un rebond et il est ressorti. Donc ça, c'est la définition claire et précise du stat padding qu'on a reproché à Jokic pour je ne sais quelle raison. Et alors c'est peut-être le côté respect, le manque de respect que je déplorais. Malheureusement, ce genre de choses font que ça n'aide pas à gagner le respect. Ça n'enlève absolument rien à ce que j'ai dit sur lui. C'est-à-dire que c'est un joueur, je pense, très sous-coté, à l'impact très sous-coté dans une équipe qui est peut-être pas assez clinquante. C'est pas un gros marché, c'est pas une équipe ultra médiatisée. Mais bon, là, voilà, ça allait un peu à l'encontre de ce que je disais, ce que j'écrivais l'autre jour. Il m'a pas aidé là-dessus. Ouais, après, moi, ça me choque pas qu'il ait envie de poursuivre sa série de triple-double, tu vois, de double-double, pardon. Ouais. Mais c'est vrai que s'il se blesse au moment où il rentre, ça paraît débile. Après, voilà, faut pas penser à ce genre de choses. Par contre, plus que ça me choque pas là. L'action en elle-même me choque pas. Et je rentre, je prends un rebond, je ressors. Par contre, ça montre, comme tu as dit, qu'il y tient cette série. Et que, du coup, la question que je me pose, c'est comment ça se passe, dans quel état d'esprit il aborde les matchs, tu vois. Est-ce que c'est une distraction? Kevin Love, par exemple, avait reconnu qu'il était soulagé le moment où ça s'est arrêté. Ouais. Parce que ça devenait trop lourd à porter, ça devenait une vraie distraction. Il y avait toujours cette volonté d'aller chercher ton double-double. Faut voir à quel point ça déstabilise Sabonis. Les Kings, il y a du bon et du moins bon depuis le début de la saison. Mais c'est quand même moins performant que l'an dernier. Il n'y a pas l'effet de surprise. Et tu parlais de l'impact. Alors, ça vaut ce que ça vaut comme stat. D'ailleurs, Sacramento est sur 2 défaites de suite et seulement 4 victoires au cours des derniers matchs. Et là, ils ont joué sans D'Aaron Fox cette nuit, il faut préciser. Oui, tu as raison. Tu as raison, c'est quand même important. C'est une bonne équipe. Hein, et Sabonis, c'est un super joueur. Il a si on prend pour faire une petite différence avec Nikola Jokic, encore une fois, c'est une stat à nuancer. Mais par exemple, il a un plus. Tu sais que Sabonis, il a un plus-minus négatif cette saison. Ah je savais pas. C'est pas le cas des Kings, par exemple. Les Kings, globalement, sont très légèrement positifs, mais lui est très légèrement négatif. Ok. Alors, ça veut pas dire non plus grand-chose. C'est des stats. Elles sont pas individuelles parce que ça dépend des joueurs qui sont autour de toi. Et surtout, en plus, des fois, ça dépend aussi de qui joue quand toi, justement, tu n'es pas sur le terrain. Si tu as un banc très fort, forcément, ton différentiel, des fois, peut paraître bizarre. On peut se dire, tiens, les Kings, ils tournent beaucoup mieux quand c'est leur remplaçant. Oui, ok, ils ont un bon banc, ils jouent contre d'autres bancs qui ne sont pas forcément aussi forts, etc. Mais tout ça pour dire que Sabonis est très fort, a un impact, et c'est ce que je voulais dire par cette espèce de il cherche un peu ses stats, c'est que c'est pas non plus le mec qui est c'est pas Jokic, je vais résumer ça comme ça, c'est très simple, tout le monde comprendra, je pense que tout le monde est au courant et tout le monde sait que c'est pas Jokic, mais voilà. Tu veux dire que les passes qu'il fait, son playmaking est moins organique, naturel que celui de Jokic, quoi. Mais je pense que c'est naturellement un très bon passeur. C'est dans les gènes, hein, ça de son papa. Ouais. Mais il n'a pas non plus le rayonnement global sur le jeu que ce que ses stats pourraient indiquer. Voilà. Là, je trouve que c'est résumé de manière un peu plus claire. Ses stats, si tu prends juste ses passes et tout, tu peux te dire il a un rayonnement incroyable sur le jeu.
et bah, tu peux prendre une autre stat qui va te montrer le contraire. Et je pense que sur l'impression visuelle, tu vois quand même que c'est un joueur important, tu vois que c'est un super joueur, mais c'est pas non plus le joueur qui élève autant son équipe que d'autres superstars qui ont un profil similaire. Après, c'est évidemment injuste de le comparer à Jokic. Et c'est un peu ce qu'on avait vu en playoff l'an dernier, même si c'était qu'une seule campagne de playoff, et on peut pas juger un mec que sur une campagne de playoff. Donc, faudra revoir ce que ça donne. Mais Sacramento devra sans doute passer par le play-in. Ouais. Il avait réussi à faire suspendre Draymond Green, c'était peut-être sa meilleure action de. Puis il n'avait pas été mauvais. Hein. Non, il avait pas été aussi, Allez, continuons. Les fans des Kings vont finir par me détester. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans cette bataille. Victoire des Timberwolves contre les Grizzlies, 110-101. Bon, voilà, contre Memphis, c'est jamais le match le plus difficile de l'année, même si les Grizzlies ont quand même vendu chèrement leur peau. Ouais, c'était poussif au début. Hein. Vous l'avez, tout ça. C'était compliqué. Ouais, bien joué, magnifique. Improviser ou pas, c'est là que c'est ce que le peuple voudra savoir. 10 ans de métier. Voilà. Improviser comme ça. 33 points de Jaren Jackson Jr. En face, il y a 34 points d'Anthony Edwards qui a notamment accéléré sur le fil. 4 étaient de retour. Et voilà, et Minnesota, ça bouge pas. Reprend la première place. Encore un bon match de Naz Reid au passage. 26 minutes, 19 points. Bah, surtout dans une partie où Rudy a été un peu plus en dedans, 8 points, 8 rebonds, un plus-minus négatif. Ce qui ne lui arrive pas souvent quand même, vu qu'on connaît son impact. Mais ils ont ce début de match très très poussif. Memphis était bien et les Wolves ont accéléré ce troisième quart-temps. Anthony Edwards a pris les choses en main avec notamment l'aide de Naz Reid et de ce cher Cat. Les Grizzlies, c'est vraiment l'effectif le plus improbable de toute la NBA. Mais vraiment, c'est... Et ça va un peu mieux encore, ça va un peu mieux, il y a 2-3 mecs qui sont revenus, mais sinon oui, c'est de la J-League et des contrats de 10 jours. Et au milieu de tout ça, il y a Derrick Rose. Ouais, les squads bizarres. C'est-à-dire qu'est-ce que je fous là. Enfin bref. Non, j'ai oublié. Je crois que c'était le dernier match. C'était le dernier match de la nuit. Est-ce qu'il y avait une info particulière? Pas forcément. C'est quoi, vu que j'ai pas bien vu et que je sais que tu en as parlé un peu, c'est quoi cette histoire de Chris Paul et du fait qu'il est pas venu qu'il aurait pas rejoint Miami à cause d'une sombre histoire de numéro? Ça, je veux bien que tu précises parce que j'ai vu le truc passer, mais j'ai absolument aucune idée de quoi il s'agit. Alors, en fait, Chris Paul était l'invité du podcast de Dwayne Wade. D'ailleurs, il en a profité pour ressortir. Je sais pas si tu te souviens, il avait dit que Daryl Morey était un menteur avant James Harden. Tu sais, il y avait une histoire comme ça. Quand il a été transféré au OKC, mais c'était passé un peu plus inaperçu, mais il avait dit Morey m'a menti, tu vois. Juste, on n'avait pas fait un foin comme Harden parce qu'il l'a pas dit publiquement devant un micro, tu vois. Devant tout le monde, genre ce mec là, c'est un gros menteur, tu vois. Mais il avait déjà dit ça et là il en a reparlé. Du coup, c'est pas, je vais venir au sujet, hein, c'est pas ça le sujet, mais je tiens quand même à le préciser. Il a quand même expliqué que Daryl Morey avait quand même vraiment dit tu veux pas aller au Thunder, n'est-ce pas? Et il a dit non, je veux pas aller au Thunder, là. J'ai ramené 15 personnes avec moi à Houston, j'ai pas envie d'aller au Thunder. Et après, bim, il est transféré au OKC. Et apparemment, Daryl Morey a voulu l'expliquer au téléphone et il a raccroché à la gueule. J'imagine tellement bien la scène. Non, mais tu sais, c'est parce qu'en fait. Mais vraiment, apparemment, c'est sur le coup du. Tu sais, genre, tu veux pas aller au Thunder, hein. Si ça s'est vraiment passé comme ça, c'est quand même magnifique. Enfin, bref, il y a effectivement un autre sujet, c'est avec Dwayne Wade, il parle du transfert avorté aux Lakers. Et c'est le moment où ils disent, mais il y en a un autre dont personne ne parle, c'est un transfert à Miami. Alors, c'est pas un transfert avorté, parce que le transfert avorté aux Lakers, on sait qu'il y avait déjà eu un accord vraiment entre les dirigeants des Lakers et des Hornets à l'époque. Et puis il y avait eu veto de David Stern. Quoi. Et il y avait eu veto de David Stern parce que les Hornets n'avaient plus de propriétaires et c'était la NBA qui gérait les Hornets. Rendez-vous compte, pour ceux qui n'ont pas cette histoire en tête, c'est quand même assez fou. La NBA gérait l'une de ces franchises. Le dirigeant, donc le GM de cette franchise, a trouvé un accord avec le GM des Lakers pour envoyer Chris Paul aux Lakers. La NBA, propriétaire temporaire de la franchise, a dit non, ça va pas être. On veut pas Chris Paul et Kobe Bryant, ça marche pas. Le transfert est pas équitable. Ou je sais plus sous quel angle c'était exactement, mais grosso modo c'était ça. Et la NBA, en tant que propriétaire, a cassé ce trade, ce qui est dingue. Hein. Et il est donc arrivé aux Clippers dans la foulée. Je pense que l'époque où il parle, c'est. Je suis pas sûr que ce soit le même moment. Je sais pas trop en fait. Il précise pas d'année. Mais c'est soit un an après, soit c'est à ce moment-là, soit c'est peut-être 2 ans après. Mais il y a en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà. Je pense que ça doit être à ce moment-là. Autant pour moi. Ça doit être à ce moment-là, ça donc doit être en 2012. Il faut savoir qu'à ce moment-là, donc, il y a LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh qui jouent déjà ensemble à Miami. On sait que Chris Paul, c'est un membre du Banana Boat. Tu sais, le fameux Banana Boat en vacances. Le fameux Banana Boat, il partait en vacances avec Carmelo, LeBron, Wade et Chris Paul. Donc, c'est vraiment 4 grands amis.
Et ils étaient donc posés tous ensemble et ils réfléchissaient. Apparemment, Pat Riley voulait Chris Paul et ils étaient déjà en train de parler. Imaginez qui aura la balle, tout ça. Tu vois, ils racontent, ils sont posés, ils discutent de tout ça, ils arrivent à se mettre d'accord. Et là, d'un coup, il y a le frère de Chris Paul qui dit mais tu vas porter quel numéro, tu vois? Parce que forcément, le 3, c'est le numéro de Dwayne Wade. Et le 3, c'est le numéro de Chris Paul, Sipitui, quoi. Et apparemment, là, il y a eu un gros silence. Et aucun n'a voulu lâcher l'affaire. Et eux, ils racontent que pour eux, c'est là que le trade il s'est cassé, quoi. Aucun d'entre eux voulait changer de numéro. Ils pouvaient pas prendre le 21, genre 2+1 comme ils font, non mais. Et tu sais, Chris Paul il dit ouais, bah t'es plus vieux, t'aurais pu prendre le 33, tu vois. Et c'était là, non, c'est mort. Après, Chris Paul il rigole, il dit ouais, Dwayne Wade il était prêt à sacrifier sur tout, sauf son numéro, tu vois. Mais bon, ça fait une belle histoire, c'est marrant quand il le raconte. Tu sens quand même quand il le raconte qu'il y a un peu d'humour. Ouais. Bon, et surtout si on réfléchit bien, c'est pas parce que eux discutaient d'un trade ou que Pat Riley voulait qu'il y avait un trade d'engagé. Faut se rappeler que Chris Paul il touche 17 millions à la saison. C'est le même salaire que LeBron, Chris Bosh et Dwayne Wade. 17 millions à l'époque, c'est le max, ou pas loin du max. Et comment tu ajoutes un 4e contrat max dans ton effectif, tu vois, dans un effectif qui est déjà dans le rouge financièrement. Je pense que juste LeBron en avait marre de Mario Chalmers qui l'emmerdait à chaque temps mort. Et il s'est dit Chris Paul, ce serait bien, ce serait une belle petite upgrade quand même. Tu proposes quoi? Enfin, tu vois, ils n'avaient pas d'assets à proposer, ils n'avaient pas la place pour faire venir sous contrat. Donc je pense que c'est plus. Après, voilà, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus du domaine du fantasme qu'un vrai trade avorté, quoi. Mais c'est marrant. C'est quand même marrant. C'est quand même marrant. Ça fait une histoire marrante de voir que ces mecs-là. Ça me rappelle, tu sais ce que ça me rappelle les fausses conversations que tu écrivais, les fausses conversations WhatsApp entre LeBron, D-Wade et tout. On va vous retrouver ça. À l'époque, on en avait posté quelques-unes. Antoine imaginait les groupes chat, les discussions entre D-Wade, LeBron et compagnie. Et je pense qu'à relire aujourd'hui, ça peut être très très bon. On va vous ressortir ça. Je crois justement que LeBron, il essayait toujours dans mes fausses converses, LeBron qui voulait toujours faire venir Chris Paul et Chris Paul qui le mettait devant. Exactement. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Ouais. On va les retrouver. On va déterrer ça. Je vais essayer de la reposter ce matin sur Basket Session. N'hésitez pas à aller voir. On va se laisser là-dessus. Il y aura le replay de la late session sera posté cet après-midi. Yes. Vous pouvez toujours envoyer vos questions pour le CQFR du samedi. On en reçoit un paquet, mais n'hésitez pas. Théo, rajoutez peut-être un petit cachet, un petit truc pour faites croire. Dites à Théo, soit commandez vraiment 10 MOOC ou alors écrivez dans le mail que vous avez commandé 10 MOOC, mais méfiez-vous parce que Théo normalement il peut quand même tracer ça. Mais voilà, essayez de l'acheter un petit peu pour que votre question elle passe. L'adresse c'est cqfr.reverse@gmail.com et nous on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. À demain. Ciao à tous. Ciao.